J'entends bien. Alors, donc moi je vais vous parler de choroplastie à Autun. On vous le tease depuis ce matin. C'est un des éléments les plus importants, je pense, qu'il faut connaître sur Autun à l'Antiquité, hein, évidemment. Donc moi je suis en thèse depuis l'an dernier à l'École pratique des hautes études de Paris sous la direction d'Anthony Austin et la co-direction de Pierre Nouvel. Et grâce à une convention en CIFRE, je suis également embauché par la ville d'Autun à la direction des musées et du patrimoine, ce qui me permet de financer mes recherches. Donc, mes recherches portent sur la choroplastie. Donc, pour définir rapidement ce qu'est la choroplastie, c'est la production d'objets figurés en terre cuite par modelage et ou moulage. Les objets les plus connus, évidemment, de ce champ disciplinaire, ce sont les figurines que vous avez déjà pu voir au musée d'Autun ou dans d'autres musées en France, évidemment, puisqu'on en retrouve absolument partout. Donc, à travers cette communication, je vais vous présenter la collection du musée Rollin, je vais vous parler de sa constitution, de son étude et de la valorisation qui est envisagée dans le cadre de ce futur projet panoptique musée Rollin. Donc la collection de choroplastie d'Autun, c'est une collection qui est extrêmement vieille, hein, qui est constituée depuis maintenant, qui se constitue en permanence depuis 2 siècles. C'est une des plus riches de France, la troisième après celle du musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et de celle du musée Anne de Beaujeu de Moulins. Donc au XIXe siècle, elle se constitue grâce à des découvertes fortuites, des travaux ou des fouilles, mais c'est surtout des érudits locaux comme Jacques-Gabriel Bulliot qui vont se constituer une collection personnelle, ou encore la société Duène qui va se faire le réceptacle des découvertes grâce à des dons des Autunois, et donc qui va accumuler comme ça pendant 2 siècles, hein, une grande partie des découvertes à Autun, qui vont être transmises ensuite au musée Rollin à sa création, donc en 1954. Alors si on reprend les découvertes siècle par siècle, au XIXe siècle, on connaît aujourd'hui 449 objets de choroplastie. Le problème, c'est que pour 80% d'entre eux, on n'a absolument aucune localisation dans Autun. On sait juste qu'ils viennent d'Autun et qu'ils ont été trouvés au XIXe siècle. Pour le reste, on va avoir des mentions de secteurs, de localisation plus ou moins précises. On note quand même toutefois des lieux de découverte assez différents. On a les mentions des jardins Gaudry, Poiseau et Lorrain, alors qu'on arrive difficilement à recaler sur la trame antique d'Autun. Donc, qui sont des espaces de jardins au XIXe siècle qui sont cultivés en permanence et où on va trouver des figurines. Alors, notamment les jardins Poiseau et Lorrain qui vont livrer un certain nombre de figurines et de moules signés Pistilus, ce qui permet à Jacques-Gabriel Bulliot et Harold de Fontenay, dès 1873, d'émettre assez fermement l'hypothèse d'un atelier de production de figurines par Pistilus à ces emplacements-là. J'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques diapositives. La construction du chemin de fer, des 2 chemins de fer entre 1866 et 1904, ainsi que le percement de l'avenue de la Gare, actuelle avenue Charles de Gaulle, vont aussi permettre la découverte d'un certain nombre de figurines qu'on ne peut malheureusement pas recaler. Donc c'est pour ça que ça fait des zones de forme patatatoïde, assez large, mais voilà. Au moins, on sait à peu près dans quelle partie de la ville antique on se trouve. On va avoir aussi quelques autres ramassages dans les faubourgs, hein, Faubourg Saint-Jean, Croix-Blanche, au niveau du Petit Séminaire et du Nouveau Cimetière, qui sont des ramassages ponctuels, puisque ce sont des zones qui sont un peu encore en culture ou qui commencent un peu à s'urbaniser. Et enfin, on va avoir quelques fouilles, les fouilles de Jacques-Gabriel Bulliot autour du temple de Janus en 1871, on en a parlé ce matin, ou encore les fouilles de la villa de Montmain dans les années 1820-1830. Pour le XXe siècle, les découvertes vont un peu plus s'accélérer. Alors, dans la première moitié du XXe siècle, on a assez peu de mentions de trouvailles de figurines, ou alors du moins ça n'est pas rapporté. Il n'y a plus vraiment d'érudits qui travaillent sur cette question-là à Autun. Et les découvertes reprennent à partir des années 70, puisqu'on va avoir le développement de l'archéologie de sauvetage puis préventive,
notamment à deux grandes figures de l'archéologie autunoise, Jean-Paul Guillaumet et Alain Rebourg, qui vont mener des fouilles d'urgence avant des grands chantiers de construction. On va avoir plusieurs centaines de figurines qui vont être mises au jour lors de grands chantiers comme celui de l'Hexagone, donc les anciens ateliers d'art en 73-74, la maison de retraite en 85, le pavillon Saint-Louis l'année suivante, la rue des Pierres en 87 ou encore le lycée militaire en 1992-1993. On va avoir d'autres petits chantiers, ceux de la rue de la Grille, clinique du Parc par exemple, ou alors on va avoir des ramassages ponctuels lors du creusement par exemple du lac, le secteur de la Maladière, l'aménagement du stade Saint-Roch ou encore des travaux agricoles au niveau tout à l'ouest de la ville, la nécropole du bois de Saint-Jean, donc qui va faire l'objet d'une toute petite fouille de sauvetage. Donc là, c'est plusieurs centaines de figurines qui vont être mises en évidence. On commence à avoir des contextes archéologiques un peu mieux documentés, un peu mieux compris et surtout des localisations quand même beaucoup plus précises. À noter qu'en 1987, la fouille de la rue des Pierres permet de mettre au jour le tout premier atelier de potiers fabricants de figurines, avec plus de 300 objets et une dizaine de valves de moules mis en évidence. Le problème, c'est que, alors vous pouvez le voir sur la qualité des figurines, on n'est pas vraiment sur une production, ce n'est pas une production de Pistilus, ce qui va quand même, je pense, un petit peu décevoir les chercheurs à l'époque. On est sur vraiment un atelier qui va copier des productions des ateliers dits de la vallée de l'Allier. Donc on va avoir des objets où il manque quand même un certain nombre de détails pour avoir une lisibilité. Mais ça reste un atelier extrêmement important. Le seul travail de recherche sur ces objets-là durant ce siècle, c'est ce petit catalogue des collections du musée Rolin, rédigé par Hugues Vertet, chercheur au CNRS, et Gustave Villemot, alors conservateur du musée Rolin, donc qui vont présenter les plus beaux objets de la collection du musée. Et donc c'est un catalogue donc qui a le mérite d'exister et puis qui a servi d'outil de travail aux personnes qui ont travaillé dans ce musée et puis à moi-même également. Enfin, le XXIe siècle, ou enfin du moins le début de ce XXIe siècle, voit l'accélération de la constitution de la collection de ce corpus de choroplastie. Alors, les fouilles préventives, nécropole de Pont-l'Évêque et de Saint-Pierre-l'Étrier, alors même si je sais que Saint-Pierre-l'Étrier, ce ne sont pas les éléments les plus beaux qui ont été découverts, mais toutefois, ils sont quand même assez importants. On va avoir aussi quelques petits diagnostics du service archéologique ou à École Sainte-Marie et Clinique du Parc et une fouille d'Arc-du-Nôme à Clinique du Parc. Mais c'est surtout la fouille du Faubourg d'Arroux en 2010 par l'INRAP sous la direction de Stéphane Alix, ici présent, qui va défrayer la chronique, si j'ose dire, à Autun, puisque c'est la mise en évidence du deuxième atelier de choroplastie antique et surtout le premier atelier de Pistilus. Et en fait, si vous vous rappelez ce que je disais 3 diapositives plus haut, en fait, le Faubourg d'Arroux se trouve dans le secteur du Jardin Poiseau, là où en 1873, Jacques-Gabriel Bulliot avait déjà émis l'hypothèse de la présence de l'atelier de ce choroplaste. C'est surtout les fouilles du PCR de la Gênes-Tois qui vous a été présenté ce matin qui vont permettre une augmentation extrêmement importante de cette collection, puisque c'est plus d'1 millier d'objets qui sont découverts entre 2013 et 2021, ce qui représente une augmentation de 73% du corpus autunois. Et la mise en évidence de 2 nouveaux ateliers de choroplastie, un en 2014 qu'on ne peut pas forcément attribuer à un seul artisan, puisqu'on a les noms de plusieurs artisans qui ont été retrouvés, c'est toujours en cours d'étude. Et en 2019-2020, un nouvel atelier, toujours sous la direction de Stéphane Alix, le deuxième atelier de Pistilus, avec là aussi un mobilier extrêmement abondant, plus de 700 objets, 70 valves de moules. Par comparaison, le Faubourg d'Arroux, c'est à peine 211 objets et une dizaine de valves de moules. Donc ces données que j'avais déjà eu l'occasion de présenter ici même à Autun en 2020 renouvellent considérablement ce que nous connaissions donc de la production de figurines à Autun. Donc l'importance de cette collection autunoise, donc qui aujourd'hui compte environ 2500 objets, et le grand nombre d'objets issus de contextes archéologiques inédits et bien documentés, qui ont déjà été un petit peu en partie étudiés lors de 2 masters,
Donc tous ces éléments ont motivé la mise en place d'un travail de recherche universitaire de doctorat que j'ai aujourd'hui le plaisir de mener et de vous présenter en partie. Donc je vais vous expliquer assez rapidement comment aujourd'hui on étudie la choroplastie, puisque mon objectif est d'intégrer l'ensemble de ces objets de choroplastie sur un même niveau, de tous les étudier et de pouvoir essayer de comprendre surtout la production de figurines à Augustodunum durant la première moitié du IIIe siècle de notre ère, autour du choroplaste le plus connu qui est Pistillus, mais qui n'est pas le seul à travailler sur Autun. Donc pour ce faire, j'utilise, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, évidemment, je vais vous brosser un portrait quand même assez large. L'utilisation d'une base de données sous Access pour homogénéiser l'enregistrement de toutes les informations, puisqu'on va avoir 3 niveaux d'information. Le premier niveau qui est celui de l'opération archéologique, qu'elle soit programmée, préventive, découverte fortuite, fouille de sauvetage, etc., avec un certain nombre d'informations, soit administratives, soit de localisation plus ou moins précises en fonction des périodes, ainsi que quelques éléments de bibliographie ou d'interprétation générale. Le deuxième niveau, c'est celui du contexte archéologique, c'est-à-dire l'unité stratigraphique ou la structure duquel provient notre ou nos objets, avec des éléments de datation et aussi d'interprétation, de localisation à l'échelle d'une opération. Et enfin, le dernier niveau, qui est celui le plus important et celui qui va regrouper le plus de données, c'est celui de l'objet. C'est-à-dire que chaque objet va avoir sa propre fiche. Donc, comme je vous l'ai dit, la choroplastie, c'est des figurines, mais pas que. Hein. On va avoir des disques en terre cuite moulés, on va avoir des vases zoomorphes, anthropomorphes, glacurés, etc. Donc, pour chaque objet, on va définir donc, sa catégorie au sein du champ disciplinaire de la choroplastie. On va déterminer sa place dans la chaîne opératoire, hein, savoir si c'est un prototype, si c'est un moule ou si c'est l'objet fini en lui-même. On va déterminer quelles sont les parties restantes, les parties techniques restantes de l'objet, et après on va pouvoir passer à l'identification iconographique ou typologique. J'aurai l'occasion d'y revenir juste après. Et après, on va pouvoir renseigner un certain nombre d'informations supplémentaires, des commentaires, alors qui sont plus des commentaires plus pour moi qu'à destination d'un catalogue, des caractéristiques de facture, des traitements supplémentaires, si on a des couleurs, de la glaçure, de l'engobe, etc. On va évidemment prendre des dimensions, un poids. Alors, Pistillus est connu pour avoir signé un certain nombre d'objets, donc évidemment, il fallait renseigner toutes ces inscriptions, toutes ces signatures, et donc on va pouvoir les enregistrer à part, faire des relevés photos, des relevés décalcages sur papier fin et poudre de graphite, qui vont ensuite être mis au propre via informatique pour pouvoir après ensuite être étudiés en lot, ou plus précisément, plus finement. Évidemment, une couverture photographique de chaque objet, un minimum 2 clichés de face et de dos, et des clichés complémentaires si besoin pour montrer des détails, des vues complémentaires en vue de publication grand public ou scientifique. Et évidemment, on n'oublie pas d'indiquer où l'objet est conservé à l'heure actuelle et aussi des éléments d'interprétation. Mais le cœur, un des aspects les plus importants dans ce travail de thèse, c'est d'établir une nouvelle typologie, puisque la typologie que nous utilisons à l'heure actuelle pour classer les objets date de 1972. Elle a été réalisée par Micheline Rouvier-Jeanlin à partir des collections du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Le problème de cette collection, c'est qu'elle s'est constituée uniquement à partir d'achats des figurines trouvées dans la seconde moitié du XIXe siècle, principalement dans la vallée de l'Allier. Or, des figurines, il s'en est produite dans toute la Gaule. Donc cette typologie n'est pas véritablement représentative de l'étendue des productions de figurines en Gaule entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Donc l'idée, c'est d'arriver à quelque chose de plus précis. Donc là, je vous ai mis juste un petit exemple. Donc c'est le thème iconographique de la déesse mère, donc une femme assise dans un fauteuil en train d'allaiter un enfant au sein droit. Donc les deux premières, selon la classification de Micheline Rouvier-Jeanlin, sont de type 2, groupe B. Donc là, le type fait référence au positionnement du bébé, donc au sein droit. Et le groupe B fait référence à la forme des plis du drapé au niveau des genoux. Donc, normalement, ça fonctionne. Donc les plis ici. Donc le groupe B, c'est des plis en V superposés. Et à droite, je vous ai mis 3 modèles de déesse mère. Donc évidemment, ici, vous avez un moule. Donc,
c'est inversé. Donc type 2, toujours l'enfant au sein droit, mais groupe C, c'est-à-dire que les plis au niveau des jambes, ce sont des V complètement disloqués qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc ça, c'est la classification selon la typologie de Micheline-Rouvier-Jeanlin, mais on observe bien déjà au premier coup d'œil que ces 5 objets sont complètement différents. Donc moi, j'essaye de mettre en place une nouvelle typologie qui permet d'être plus proche de la réalité de la production. Okay. Donc c'est-à-dire que désormais, je peux définir 5 séries et je peux les rattacher à des artisans. Donc la série 6, probablement l'artisan Kertinos, découvert sur l'atelier de 2014 à Autun, à la Gentois. Série 16, 3 et 18, Pistilus, puisque les objets sont signés et on a les moules signés qui correspondent. Et la série 12, donc Barkelos, aussi mis en évidence sur l'atelier de la Gentois en 2014. Donc ce travail est toujours en cours puisqu'il faudra après regarder évidemment ce qui se passe entre les séries en elles-mêmes, puisqu'il y a certaines séries qui découlent d'autres séries, puisque avec le principe du moulage, vous pouvez surmouler et modifier comme ça les figurines comme vous voulez. Dans le cadre de de la convention CIFRE et de mon travail au musée Rollin, j'ai aussi pu encadrer sur un total de 5 semaines 3 stagiaires pour les former à l'étude de la choroplastie, mais aussi travail de conditionnement et de reconditionnement d'une collection archéologique dans un musée. Et donc le fait de travailler sur cette collection du musée Rollin, c'est aussi l'occasion de remettre à jour leur base de données et d'arrêter d'appeler ça des figurines en terre blanche de l'Allier. Donc, réajuster l'enregistrement dans la base de données du musée et surtout d'adapter et de modifier la conservation de ces objets qui étaient avant contenus dans des boîtes en carton, chaque objet emballé dans du papier bulle, dans un sachet, donc qui était quand même assez peu pratique pour la consultation rapide des objets. Et puis, les cartons avec tous les risques de prise d'humidité ou d'émanation acide qui pouvaient en découler. Donc désormais, c'est ce que vous voyez, les 3 photos à droite. Donc c'est une conservation en bac plastique. Chaque objet est dans son sachet, donc il est visible rapidement. Et pour sa protection, eh bien, il va être protégé par différentes mousses qui vont tapisser les bords de chaque caisse ou faire des intercalaires entre ces figurines, avec un nouvel étiquetage, donc ce qui permet de repérer beaucoup plus rapidement chaque objet, ce qui est beaucoup plus pratique pour moi et puis pour, je pense, les chercheurs qui viendront plus tard. Dernier aspect, très rapidement, donc cette collection, elle est extrêmement majeure, vous l'avez bien compris maintenant, et bien il faut la présenter, il faut y réfléchir de comment la mettre en valeur dans ce futur projet Panoptique Musée Rollin, ce qui fait partie de mes missions aussi au musée, et ce qui a valu un certain nombre de réunions de travail sur la réflexion de comment mettre en valeur 2500 objets de choroplastie. Pour mon plus grand malheur, ils n'y seront pas tous, mais je vais vous en présenter quand même quelques-uns. Alors, évidemment, il fallait qu'on parle de l'artisanat. Donc, une des salles du futur musée sera consacrée aux productions artisanales de la ville antique et une vitrine sera consacrée à la choroplastie. Et donc, l'idée n'est pas forcément de présenter que Pistilus, même si c'est l'artisan le plus important à Autun, mais aussi d'évoquer les ateliers, l'atelier de la rue des Pierres, notamment à travers ces trois figurines, les différents ateliers de Pistilus ici à travers ces figurines, mais aussi d'évoquer les autres artisans dont on a les noms, Markellos, Kertinos, Tetriki, etc., qui ont travaillé à Autun, qui ont travaillé en même temps que Pistilus, puisque toute la production de choroplastie tient en un demi-siècle, cette première moitié du IIIe siècle. On aura de la choroplastie dans d'autres vitrines. Au niveau du sanctuaire de la Gentois, puisqu'on a mis en évidence des productions d'un Gentois qui sont probablement en lien avec le sanctuaire, des patères signés Pistilus et des vases en forme de singe, une production assez inédite en Gaule, qui seront aussi présentés dans ce musée-là. Dans les vitrines sur le Panthéon romain, évidemment, on n'aura pas que des représentations en bronze, parce que, d'accord, c'est joli le bronze, mais un peu de terre cuite de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, on aura l'occasion aussi de voir quelques petites figurines en terre cuite, notamment pour représenter les divinités qu'on voit assez peu représentées dans des matériaux comme le bronze.
Et enfin, le dernier domaine, celui du monde des morts, avec la présentation d'un certain nombre de figurines découvertes lors des fouilles de la nécropole de Pont-l'Évêque en 2004 et 2008. Donc on présentera les figurines de 3 sépultures, donc associées avec le reste du mobilier de ces sépultures-là, et ce grand buste féminin qui est quand même assez inédit, hein. Ça fait 24 cm de haut, hein. Donc on est plus sur de la statuette que de la figurine. Mais voilà, donc c'est assez inédit en Gaule, donc c'était quand même assez intéressant de pouvoir le présenter. Et je terminerai là-dessus. Donc ma thèse se termine normalement, si tout se passe bien, en 2025. Donc rendez-vous est pris en 2025 pour avoir les derniers résultats. Et puis rendez-vous à l'ouverture du musée pour pouvoir découvrir cette magnifique collection. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Loïc. Y a-t-il des questions ou des interventions dans la salle? Oui, tout au fond. Merci Loïc pour la présentation. Non, j'avais une petite question sur la fonction vraiment de ces objets. Donc j'ai vu qu'il y a dans le domaine religieux, ils sont très présents au niveau des inhumations. Mais est-ce qu'on peut imaginer que c'est des objets de la vie courante? Je sais pas. Enfin, je dis ça parce que moi j'imagine un peu les attrape-poussières sur les meubles de nos grands-mères ou alors les figurines avec lesquelles jouent nos enfants. Donc c'est savoir, est-ce qu'on a des témoignages, enfin Alors sur Autun, on a paradoxalement très peu de figurines en contexte de sanctuaire. Sur le temple de Janus, par exemple, il n'y en a quasiment pas qui ont été retrouvées. Il y en a 2-3, mais elles sont dans les remblais médiévaux de la réoccupation du temple. On en a beaucoup qui ont été retrouvés en contexte domestique, notamment je pense à la fouille du lycée militaire en 92, où on a un certain nombre de figurines qui sont retrouvées soit dans les pièces des maisons, soit dans les espèces de cours larraires d'Insula. Mais oui, en effet, on peut tout à fait penser à soit des objets de piété de la vie domestique, soit des jouets. Alors, il y a des jouets qui sont spécifiquement connus, notamment dans les ateliers de la vallée de l'Allier, hein, des chevaux à roulettes à tirer, des poupées en terre cuite articulées. Après, il est évident qu'une petite figurine de bélier mise dans les mains d'un enfant, elle sert de jouet, hein, ça c'est évident. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup plus en contexte domestique. Après, voilà, ce que je veux présenter sur la collection, c'est qu'on est dans des secteurs qui sont peut-être à vocation domestique, mais comme ce sont des découvertes des fois plutôt anciennes, on n'a pas forcément le contexte précis. Donc après, est-ce que c'est à vocation cultuelle ou autre, ça va être un petit peu plus difficile à déterminer. Ben, déjà, tu as répondu à ma première question qui était posée de fait avant moi. Mais concernant l'aspect typologique et évolutif, si c'est très restreint dans le temps, est-ce qu'il est possible de replacer cette typologie vis-à-vis de la vie de ces ateliers? Enfin, est-ce que le déclin de cette production est rapide ou au contraire étalé dans le temps, en fait? Alors, c'est une excellente question. C'est très difficile, en effet, de pouvoir caler. Je ne pense pas pouvoir fournir à la fin de ma thèse une chronologie absolue, mais probablement une chronologie relative. Ce que je commence à voir aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment entre notamment les 2 ateliers de la Gentois qui sont quand même assez différents, alors qu'ils sont des fois proches et à la fois différents. On va avoir... Ce que je commence à mettre en évidence, c'est qu'il y a l'artisan, par exemple, Markellos, qui semble être un artisan vraiment autunois, qui semble travailler en même temps que Pistillus, mais qui a l'air de s'inspirer des productions de Pistillus. Enfin, pour l'instant, je n'arrive pas trop à savoir lequel s'inspire duquel, mais on a vraiment des schémas iconographiques qui sont extrêmement proches, tant au niveau de la représentation de certains drapés que de la représentation de certaines coiffures. Après, sur le déclin de la production à Autun, c'est assez difficile à déterminer. Là, c'est vraiment l'étude de contexte, de consommation ailleurs qu'à Autun qui permettront d'apporter des éléments de réponse. Mais visiblement, après les années 250, on n'a plus trop de figurines qui sont employées un peu partout en Gaule. Et c'est aussi le cas pour Pistillus. Je mentionnerai une découverte en Suisse de 2003-2004, où des figurines se sont retrouvées piégées dans un niveau d'inondation, et donc ils ont pu faire des analyses dendrochronologiques
ce qui a pu donner une fourchette de datation pour ces figurines-là, qui allait entre 215 et 230. Voilà. Et là-dedans, il y a les figurines de Pistillus, de Markellos, enfin, on a la production classique, bien mise en évidence d'Autun. Mais voilà, après, ça sera la multiplication des études de contexte, de consommation ailleurs dans Autun qui permettra de plus en plus d'affiner la datation de la production et l'usage de ces objets. Merci. Je vais volontairement poser une question dont je connais un peu la réponse. Je pense que ça peut intéresser des gens dans l'assistance. Les artisans d'Autun qui produisent donc de la choroplastie, on retrouve leur signature où en France, en exportation, ailleurs qu'Autun? Alors, l'artisan le plus simple à tracer, c'est Pistillus, parce que c'est vraiment lui qui va mettre son nom sur les figurines qui sont produites. Alors, Pistillus, le plus à l'ouest qu'on connaisse de lui, c'est Bordeaux. Le plus au nord qu'on connaisse de lui, c'est le mur d'Adrien en Angleterre. Et le plus à l'est qu'on connaisse, c'est l'Autriche. Voilà. Pour vous donner les bornes. Et alors, le plus au sud, mais c'est une découverte du XVIIIe siècle, ça serait Rome. Mais là, voilà, je me retiens de dire que Pistillus exportait à Rome. Il faut retrouver la pièce. Voilà. Mais après, on a, voilà, évidemment, la concentration la plus importante, ça va être le territoire éduin ou les marges du territoire éduin, parce qu'on est le plus proche de l'atelier producteur. Mais après, ça va s'exporter partout en Gaule. On en a pas mal en Suisse. Et après, ça va suivre à l'est, ça va suivre la frontière romaine du Limès. Merci, ça montre bien encore que sur ce plan-là, Autun est un peu au cœur quelque part d'une production qui diffuse un peu partout, quoi. Oui, parfaitement. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Merci Loïc.